Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 20h de la GTV. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du rassemblement interdit. Le collectif Niartu National campe sur sa position et maintient sa manifestation prévue au terrain Sacré-Cœur 3 malgré l'interdiction du préfet de Dakar. Les leaders du mouvement, dont Talla Sylla, Assane Diouf et Bougane Gueye Dany, dénonce une tentative d'intimidation et accuse les autorités de vouloir imposer un itinéraire pour plaire, disent-ils, à Ousmane Sonko. Vous entendrez tout à l'heure la réaction de Talla Sylla dans le développement. Discussion avec le FMI, le ministre des Finances, Cheikh Diba, parle de progrès notables dans les négociations pour un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, mais selon l'économiste Pape Oumar Seck, aucun accord n'a été trouvé, même si les discussions se poursuivent. Sur l'Inter, la tension monte à Bamako. La France invite ses ressortissants à prévoir un départ temporaire du Mali en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de la pénurie de carburant provoquée par un blocus djihadiste, une recommandation qui s'ajoute à celle des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne ou encore du Royaume-Uni. Voilà pour les titres, les développements, c'est dans un instant. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Débutons par la politique affaire Prodac. Pape Malick Ndour est libre après avoir été entendu par le juge d'instruction du parquet financier. L'ancien ministre Pape Malick Ndour a finalement été libéré mais placé sous bracelet électronique. Écoutons à ce propos Maître El Hadji Diouf pour les détails. Pôle judiciaire financier, président PDG. Le pôle judiciaire financier a libéré votre ami, votre responsable, l'ancien ministre, le jeune ministre Pape Malick Ndour. Le juge l'a libéré après des contestations sérieuses. Vous savez, en matière de détournement public, si on ne consigne pas de l'argent, on va en prison. Cependant, lui, il n'a consigné aucun sou, aucun franc. Il n'a donné aucun sou. Le juge l'a cependant mis sous bracelet électronique en attendant l'approfondissement des enquêtes. Et puis je veux l'annoncer en titre, malgré l'interdiction du préfet qui propose de choisir un autre lieu, le collectif Niartu National est déterminé à maintenir sa manifestation au terrain Sacré-Cœur 3. Talla Sylla, Assane Diouf et Bougane Gueye Dany et tous les membres du collectif ont fait face à la presse ce vendredi et ont lancé un niet catégorique qui veut selon eux leur imposer un autre itinéraire pour faire plaisir à Ousmane Sonko et à ses militants. Écoutons à ce propos les explications de l'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, au micro d'Abdoulaye Dieye. Avant de vous remettre la parole, je vous annonce que nous avons reçu un communiqué qui indique qu'on doit délocaliser notre rassemblement du 8 prévu au terrain Sacré-Cœur 3 ailleurs, ce que nous refusons catégoriquement. Le prétexte n'est rien d'autre qu'Ousmane Sonko doit emprunter la VDN pour aller à son méga meeting le même jour. Pourquoi ne peut-il pas emprunter un autre chemin? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas de personnes qui quittent Parcelles ou ses environs et qui doivent venir au rassemblement? Et pourtant, nous n'avons pas demandé qu'on délocalise le méga meeting ailleurs. En tout cas, nous ne cessons de le dire. Nous avons organisé une manifestation pacifique et nous exhortons ceux qui viendront à prôner la non-violence. Maintenant, chacun est libre de dire ce qu'il ressent dans le respect. Reste maintenant aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités et d'encadrer le rassemblement pour qu'il n'y ait pas de débordement.
Et puis, lors du Conseil des ministres de ce mercredi passé, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une courte pause à partir du 6 novembre, une décision saluée par certains des Sénégalais rencontrés. Pour d'autres, l'heure n'est pas au repos. Un reportage signé Abdoulaye Ndiaye. Le Premier ministre Ousmane Sonko prend des jours de congé à partir de ce jeudi 6 novembre. Il a fait l'annonce lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Une décision qui fait l'objet d'un débat. Si certains sont en phase, d'autres pensent que c'est très tôt. Pour moi, je pense que c'est très tôt pour le Premier ministre de prendre des jours de congé, car les attentes sont nombreuses. S'il dit qu'il est fatigué, il a le droit de se reposer. Sonko a passé 3 ans à faire face à Macky Sall. Donc, s'il dit être fatigué, il peut se reposer. Sonko n'est pas une machine. Depuis 2 ans, il travaille pour le Sénégal. Donc, il a le droit de prendre, même si c'est 15 jours de congé. Il ajoute que ces jours de repos vont lui permettre de mieux réfléchir et de se concentrer sur les problèmes des Sénégalais. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas de la faute de Sonko ni de ce régime. Il faut faire confiance à Sonko. Il faut savoir que la situation ne peut pas changer du jour au lendemain. Ce régime a besoin de temps et de compréhension de la part des Sénégalais. Ils ont aussi abordé dans le même sillage le méga meeting prévu pour ce 8 et disent être impatients de la déclaration de Sonko. Pour le rendez-vous du 8 novembre, je pense que c'est un appel pour faire un bilan, mais aussi dresser un nouveau plan. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la vie chère. Il faut que l'État diminue les prix des produits car les Sénégalais sont fatigués. Il nous a appelés pour le 8, nous resterons à l'écoute. Peut-être que le jour J, il va nous édifier et nous éclaircir sur certaines choses. Si certains jugent nécessaire la décision du Premier ministre d'avoir un repos, d'autres pensent le contraire, vu le contexte actuel du pays. Parlons de finances. Le ministre en question, Cheikh Diba, a annoncé des progrès notables dans les négociations pour un nouveau programme avec le FMI lancé à Washington, puis poursuivi à Dakar. La mission du fonds s'est achevée sans accord final, selon l'économiste Papa Omar Seck. Les discussions se poursuivent, mais rien n'est encore conclu. Il s'est exprimé au téléphone d'Abdoulaye Dié. Pour le moment, entre le FMI et le Sénégal. En dépit d'absence d'accord, les discussions devront se poursuivre dans les semaines à venir, comme l'a bien précisé le chef de mission Edouard Gamaël. Voilà, autour des questions techniques pour la mise en place des mesures correctrices où le Sénégal a demandé un peu plus de temps, voilà, qui tourne autour de 11 points. Je peux en donner quelques exemples. La consolidation des comptes du Trésor en un compte unique, la centralisation des fonctions de la gestion de la dette dans un seul ministère, publication des rapports sur les arriérés des dettes du Sénégal, la question de la viabilité de la dette aussi pour voir est-ce que la soutenabilité de la dette peut être discutée aussi. Je pense que sur ces points-là, c'est des points sur lesquels ils sont en train de discuter. D'après ce qu'a dit le chef de mission, Edouard Gamaël. Maintenant, parlant du fait que cette dette dissimulée soit inédite en Afrique, oui, moi j'ai jamais entendu une dette dissimulée à hauteur de 7 milliards de dollars. Celle que j'ai dû retenir, c'est celle du Mozambique, qui tournait autour d'1 milliard de dollars. Donc voilà, ça se peut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire des dettes dissimulées, il y en a, parce que si vous regardez la Banque mondiale, son dernier rapport sur la transparence de la dette, il mène des politiques pour lutter contre les dettes dissimulées. Pour la dernière question, en ce qui concerne nos rapports avec les FMI, nous avons d'excellents rapports avec les FMI. Le Sénégal est un pays membre du FMI qui fait partie des 191 pays qui composent les FMI. Nous avons un droit de vote, nous faisons partie
de l'Assemblée générale du FMI. Nous avons une quote-part. Donc le Sénégal ne fait pas l'exception. Il se trouve que nous nous trouvons dans une situation économique qui mérite toutes ces négociations-là. Maintenant, espérons que qu'on puisse en arriver à un nouvel accord où vraiment nous pourrons, dans les années à venir, sortir de cette situation-là. Et puis, un forum dédié à l'innovation et à l'investissement dans le secteur de la construction FISEC à l'ère du numérique s'est ouvert ce jeudi 6 novembre à Dakar. Cet événement vise à instaurer un dialogue constructif entre l'État et les acteurs du secteur dans le but de dynamiser et de moderniser le domaine du bâtiment en le rendant plus vivant, plus productif et en phase avec les besoins des territoires. Selon Abdourahmane Diop, le président du comité scientifique, rien ne sera possible sans un dialogue sincère et constructif entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. Des propos recueillis par Amsatou Gano. Le développement territorial ne peut être pensé comme un simple aménagement de l'espace. Il s'agit désormais de penser globalement et d'agir localement, de construire des territoires productifs, attractifs et résilients, disposant d'un capital humain nécessaire à leur transformation. Les pôles territoriaux sont au cœur de cette dynamique. Ce sont eux qui doivent catalyser l'investissement, stimuler le triptyque formation, employabilité et emploi, et offrir un cadre de vie digne aux populations, particulièrement aux jeunes et aux femmes. Mais rien de tout cela, aligner les visions et surtout passer à l'action. Il s'agit d'une rupture assumée avec le modèle centralisé d'hier au profit d'un modèle polycentrique où chaque région devient un pôle d'innovation, d'investissement et de création de valeur. La réussite de cette transformation repose sur une synergie solide entre le secteur public et le secteur privé. Nos politiques publiques s'orientent désormais vers un cadre favorisant la confiance, la transparence et l'attractivité nécessaires à la mobilisation durable des investissements dans les infrastructures, le logement et la construction durable. En somme, ce forum FISEC vers la construction d'un Sénégal équilibré. Parlons agriculture. La filière riziculture a été au cœur des points soulevés lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le 5 novembre. Le président de la République a engagé le gouvernement à développer une stratégie de valorisation et de promotion de la consommation du riz local. Une mesure saluée par les Sénégalais qui pensent que le consommé local pourrait être un bon moyen d'améliorer les rendements agricoles et de soutenir les riziculteurs. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 5 novembre, plusieurs points importants ont été abordés, notamment la question cruciale de la riziculture. Le chef de l'État a souligné la nécessité de réguler durablement les prix du riz local afin de soutenir cette filière clé pour l'économie nationale et la sécurité alimentaire du pays. Il a aussi encouragé le gouvernement à promouvoir, dans un esprit de patriotisme économique, la consommation du riz sénégalais. Ainsi, cette décision a été largement approuvée par les Sénégalais. Tout Sénégalais aimerait encourager la consommation locale, bien sûr, si les prix restent raisonnables. C'est notre priorité à tous de dépendre du riz local. Je pense d'ailleurs qu'il est meilleur et plus naturel que le riz importé, dont nous ignorons souvent les produits qu'il contient réellement. Cet homme met en avant les bienfaits du riz local, notamment sa capacité à réduire les risques du diabète et sa facilité de digestion, des qualités que n'ont pas forcément les autres types de riz importés. Mon médecin dit que si nous consommions davantage du riz local, cela réduirait les risques de maladies comme le diabète, car le riz parfumé n'est pas bon pour notre santé. C'est pourquoi chez moi, j'opte pour le riz ordinaire. Je pense même qu'il devrait être plus cher que le riz parfumé, car il présente beaucoup de bienfaits. Même les personnes diabétiques peuvent en manger et sa digestion est beaucoup plus facile.
Cependant, d'autres consommateurs ont des préférences différentes pour cette jeune demoiselle qui tient une table de commerce aux abords du stade Léopold Sédar Senghor. Le riz importé est plus facile à cuisiner et répond mieux à ses attentes gustatives. Moi, personnellement, je préfère le riz parfumé parce qu'il est plus facile à cuisiner par rapport au riz local. Le gouvernement promeut ainsi activement la consommation du riz local, considéré comme à plus sain et de meilleure qualité en misant sur le patriotisme économique. Parlons culture, 15 jeunes ont eu la chance d'être formés gratuitement au métier du cinéma et de l'audiovisuel. C'est une belle initiative de l'association Culture, Action, Développement et Solidarité qui a lancé son programme innovant. L'initiatrice bien connue dans le milieu du cinéma tend la main aux autorités étatiques pour poursuivre cette aventure et permettre aux jeunes de vivre pleinement leur passion. Écoutons Diana Bangom. Ce programme vise à former les jeunes, à démocratiser les méthodes de réalisation, parce que nous savons que dans ce contexte-là où nous évoluons actuellement, la formation fait défaut. Ça veut dire qu'il y a un manque de formation que nous tous pouvons citer aujourd'hui, en plus d'un mentorat qui est quasi inexistant. Donc l'objectif de Hope Motion aujourd'hui, c'est de donner la chance à cette nouvelle vague qui souhaite aujourd'hui se professionnaliser dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire, avec toute l'équipe, de faire un appel à candidature. Et au sortir de cet appel, nous avons retenu 15 jeunes qui ont bénéficié d'une formation sur 10 jours en cours intensif, aussi bien le côté technique, le côté théorique et pratique. Donc, et au sortir de cette formation, ils ont eu à réaliser 2 films. Aujourd'hui, nous sommes là pour les célébrer et partager leur travail avec le public. Je précise que Hope Motion ne s'arrête pas que cette formation. La preuve, dès demain, il y aura un autre appel à candidature pour la prochaine session qui doit démarrer au mois de décembre. Mais pour ces 15 jeunes qui viennent de sortir, ils vont forcément avoir d'autres formations parce que là, on s'est arrêté à la pré-prod et à la production. Il y aura la post-prod qui est là et tout ce que nous demandons, c'est bien évidemment un accompagnement des autorités pour qu'on puisse mieux organiser ce que nous faisons. Parce que tout ce que vous avez vu ici est fait sans l'accompagnement des institutions qui existent. Donc c'est sur fonds propres que nous avons accompagné ces jeunes, aussi bien durant la formation que la production ainsi que la post-production. À Mbour, plus précisément à Malicounda, la fondation Amsar vient de présenter un projet innovateur, la création d'un parc familial entièrement dédié aux enfants, soutenu par la commune. Cette initiative vise à offrir un espace d'éducation, de découverte et de partage, symbole d'un engagement collectif pour le bien-être et l'avenir des plus jeunes. Un compte rendu signé à Sousso Ousmane Bitey. À Malicounda, un projet innovant est lancé, la construction d'un parc familial dédié aux enfants. Un espace pensé pour l'éducation, la découverte et la convivialité. L'éducation d'un enfant commence par comment il est stimulé, comment il est invité à la réflexion, à ses activités, à réfléchir, à apprendre. Donc c'est ça qu'on a envie d'apporter à la communauté. Et chaque année, chaque rentrée de classe, dans notre classe, il manquait 1 ou 2 personnes parce qu'ils ont fait des sorties à la Somone et que ces enfants ne savaient pas nager. Donc quand je suis arrivée à Malicounda, j'ai constaté que ce même phénomène continuait parce que malheureusement, ces enfants n'ont pas eu l'opportunité ni l'occasion d'apprendre à nager. La commune de Malicounda pense accompagner cette initiative afin de favoriser son aboutissement et d'en faire un véritable lieu de vie pour les familles. Cela nourrit l'ambition que le monsieur le maire avait déjà de faire de Malicounda cette commune la plus attractive du Sénégal. Et dans ce sens-là, nous avons entamé donc, la procédure pour pouvoir quand même matérialiser cette vision. Ouverture vers donc, la diaspora sénégalaise au niveau donc, de l'Amérique, de l'Europe, pour ne dire que cela nous permettra de non seulement exploiter les opportunités qu'offre la commune pour ses fils de ce territoire, mais également de porter le développement de la collectivité que nous sommes en train vraiment de traduire à travers notre vision. Ce projet, porteur d'espoir, symbolise l'engagement collectif pour le bien-être et l'avenir des enfants de Malicounda.
Merci à Soso. Un autre projet vient d'être lancé à Tambacounda. Ce projet est dénommé Radius, qui vient d'être lancé par l'adjointe au gouverneur chargé du développement. Ce projet mis en œuvre par la CRS interviendra dans les communes de Koussanar, Neteboulou, Kochari et Koulor et permettra de promouvoir l'agroécologie avec la mise en place des techniques culturelles adaptées au changement climatique. Des sites de démonstration seront réalisés pour accompagner les jeunes et les femmes dans ces localités. Écoutons Salomon Djedjou, le chef de bureau de CRS Sénégal, au micro d'Amadou Diallo. Qui parle un peu de l'agroécologie, qui vient un peu appuyer les agriculteurs qui sont dans la zone et leur permettre, malgré que les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'agriculture, qu'ils puissent avoir le peu qu'ils puissent avoir pour pouvoir vivre tranquillement dans leur zone. Parce que dans ces rapports, ce qui est mentionné très souvent, c'est qu'au niveau de Tambacounda et de Goudiri, nous avons un problème crucial dans l'agroécologie qui est causé par le changement climatique et pour lesquels les interventions de cette nature pourront permettre à ce que la barre soit relevée et permettre aux paysans de pouvoir avoir ce qu'ils ont besoin pour vivre. Ok, nous sommes dans le département de Tambacounda et de Goudiri, et particulièrement dans les communes de Koulor, Kochali, Koussanar et Neteboulou. Le projet a une durée de 4 ans. Sur le terrain, nous allons créer des centres, des sites de démonstration et permettre aux gens de voir que concrètement, par rapport au changement climatique, quelles que soient les conditions que nous avons, quelque chose est possible pour pouvoir accéder à une production acceptable. Comment ça? Nous savons qu'au niveau de Tambacounda, Goudiri, l'exode rural, mais aussi en même temps les voyages clandestins, c'est quelque chose qui renforce plus ou moins les fléaux de sous-développement et pour lesquels le projet est venu pour appuyer et permettre à fixer les jeunes dans leur zone. Parce que les sites de démonstration, comme on l'a dit, vont utiliser les jeunes et les femmes. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Dans un communiqué publié le 7 novembre, le ministre des Affaires étrangères de la France recommande aux ressortissants français de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible, leur conseillant d'éviter les déplacements par voie terrestre alors que la capitale Bamako et de nombreuses régions du pays sont un peu asphyxiées par un blocus djihadiste. Le 4 novembre, la diplomatie française avait déjà appelé ses ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue. Ces derniers jours, d'autres chancelleries ont appelé leurs ressortissants à partir au plus vite en raison de la dégradation du contexte sécuritaire et de la pénurie de carburant imposée par les djihadistes du Jénim liés à Al-Qaïda. C'est notamment le cas des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne ou encore du Royaume-Uni. Et puis parlons sport. Le sélectionneur Pape Thiaw a publié la liste de 26 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya. Une liste marquée par la présence de jeunes joueurs comme Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr. Pour Cheikh Tidiane Diop, consultant en football, le sélectionneur national continue de prôner la continuité, même si ces deux jeunes qui, selon lui, peuvent beaucoup apporter pour la sélection. Écoutons-le au micro de Mansour Diassé. Bon, mon analyse globale, c'est que j'ai remarqué que Pape Thiaw continue à toujours prôner pour la continuité et la stabilité. Ce qui veut dire aussi que la stabilité n'est pas venue toute seule, que c'est l'équipe l'équipe a installé la stabilité, la continuité. C'est parce que l'équipe est bonne. Tout d'abord, j'ai un sentiment de satisfaction parce qu'un joueur comme Ibrahima Mbaye, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Nous avons tous vu les performances qu'il a. Beaucoup n'espéraient pas l'avoir ou à cet instant-ci. Moi, je disais tout le temps qu'on allait l'avoir, lui et puis Robinho Vaz, mais pas maintenant. C'est quelqu'un qui pourra nous apporter beaucoup. Mamadou Sarr, lui, sa venue est salutaire, mais ça m'a pas surpris. Parce que j'ai suivi une fois son papa, Pape Sarr, nous dire de ne pas nous inquiéter que son fils finira par venir. Certains disent que c'est la relève. Mais Mamadou Sarr, n'oublions pas que c'est le capitaine du Racing Club Strasbourg. À 19 ans,
et qu'il appartient toujours à Chelsea. Donc c'est quelqu'un qui a une maturité énorme. Il est en avance sur son temps, comme le dirait l'autre. Et il est bon sur les relances. C'est un axial central. Il peut te réparer des deux côtés. Maintenant, Rassoul aussi, son apport vraiment est salutaire. Bon, c'est deux matchs très importants. Contre le Kenya et contre le Brésil, c'est deux matchs opposés, pas similaires, mais très importants, qui ont chacun de ces deux matchs à un apport de plus pour le Sénégal. Si on prend le match du Brésil, le Brésil est en reconstruction avec un coach qui connaît très bien le football. Maintenant, ce qu'on peut apprendre là-bas, on va apprendre l'adversité dure. Maintenant, pour le Kenya, là aussi, le Sénégal gagne. Merci, Mansour Dia. C'est cet élément qui